Alors on rentre dans le vif du sujet. Quel est le genre de livre qu'on a entre les mains quand on tient le rouge et le noir? On va avoir deux sous-questions à cette partie. D'abord, de quel mouvement littéraire il s'agit? Et ensuite, quel genre de dénomination, de désignation plutôt, on pourra appliquer à ce roman? Et en particulier, quel genre de désignation par rapport au type de trajectoire que suit notre héros Julien Sorel. Alors on commence par les mouvements littéraires. Vous allez voir, c'est pas si évident de classer Stendhal, même si on va avoir deux grands courants qui l'influencent énormément et d'ailleurs qu'il va contribuer à définir, à créer. Tout d'abord, est-ce que Le Rouge et le Noir est un livre romantique? Donc, on est en 1830, pour l'écriture un petit peu avant. On a quitté très largement les Lumières, mais les auteurs de cette époque sont nés à la fin du XVIIIe siècle, donc ils ont été exposés au courant précédent, au principal courant précédent, qui est celui des Lumières, et donc de cette rationalité triomphante. Arrivent des gens comme Chateaubriand, qui vont être en rupture avec cette rationalité, enfin cet intérêt unique pour la rationalité presque, et qui vont rentrer dans l'expression des sentiments personnels, et en particulier des passions, dans l'exaltation de ces sentiments. De la raison, on passe davantage vers le sentiment, les impressions, et en particulier les passions, les sentiments forts. On peut dire que Le Rouge et le Noir s'inscrit dans ce mouvement de façon évidente, avec certaines actions qu'on pourrait qualifier de romanesques, pas de romantiques, mais romanesques, c'est-à-dire des choses qu'on ne trouverait presque que dans des romans. Je dis presque parce qu'évidemment, vous allez voir que tout ce qui se passe dans notre roman vient de la réalité, on en parle juste après. Mais le fait de tuer son amante, comme le fait Julien Sorel, et en plus de le faire dans une église, quand soi-même on a été séminariste et qu'on avait le projet de devenir un ecclésiastique, c'est une action romanesque, c'est pas une action qu'on retrouve dans la vie courante, et donc là, le livre s'inscrit clairement dans le mouvement romantique. Autre élément qui fait que ce livre est un livre romantique, c'est l'exaltation de l'individu, caractère type du romantisme. Et ici, le fait que notre héros, Julien Sorel, ait pour modèle Napoléon, est très parlant. C'est l'idée que une personne seule, grâce à son énergie, grâce à son talent, grâce à ce que le romantisme appelle le génie, le talent propre, qui le met un petit peu au-dessus des autres, va pouvoir réaliser son destin. Napoléon, c'est le signe, c'est le symbole de tout cela, puisqu'il est né dans une condition plutôt modeste, il était petit soldat, il est devenu général et ensuite il est devenu empereur. Tout ça grâce à son talent propre, à son génie militaire en l'occurrence. Et donc c'est quelque chose qui va énormément parler à beaucoup de jeunes de cette génération-là. Cette exaltation de l'individu, on le retrouve dans Julien Sorel, et justement par ce goût immodéré qu'il a pour l'empereur, pour le général devenu empereur. Troisième caractéristique du mouvement romantique qu'on retrouve très fortement dans Le Rouge et le Noir, c'est un fort goût pour la nature. Alors, bon, on parle souvent du goût pour les ruines dans le romantisme, ici on le retrouve pas tellement, mais en tout cas, cette idée de la nature qui est observée, c'est ce que vous voyez dans le tableau, qui est le tableau d'illustration typique du romantisme de Caspar Friedrich, l'observation de la nature qui va donner lieu à des réflexions, qui va permettre donc cette observation de la nature qui se fait dans la solitude, qui se fait seule et qui va permettre de réfléchir profondément et de voir plus clair en soi, d'entendre, d'écouter ses sentiments propres. En illustration de ce goût pour la nature qui permet la réflexion, je vous propose d'aller regarder dans la partie 1, le chapitre 12, à la page 90. Julien a pris une petite permission auprès des Rénal, et il est seul pour un petit moment et il en profite dans une forêt pour aller dans une grotte et avoir ce temps un petit peu solitaire, et vous allez retrouver exactement cette observation de la nature qui lui permet de réfléchir et d'éprouver ses sentiments au plus fort. On est à la ligne 111. La tête appuyée sur les deux mains,
Regardant la plaine, Julien resta dans cette grotte plus heureux qu'il ne l'avait été de la vie, agité par ses rêveries et par son bonheur de liberté. Sans y songer, il vit s'éteindre, l'un après l'autre, tous les rayons du crépuscule. Au milieu de cette obscurité immense, son âme s'égarait dans la contemplation de ce qu'il s'imaginait rencontrer un jour à Paris. Donc il va rentrer dans des imaginations folles du futur à partir de cette observation de la nature. Donc on a avec le rouge et le noir beaucoup de caractéristiques du romantisme. Mais on va parler également du réalisme, puisque c'est un roman réaliste également. Quelles sont ces caractéristiques du réalisme? Le fait de peindre la société telle qu'elle est, de faire la satire de différents milieux sociaux, et un refus d'idéaliser le héros. Alors, juste avant de rentrer un petit peu dans le détail dans l'œuvre, je voulais souligner le fait que Stendhal n'est pas un réaliste à proprement parler. On date le réalisme plutôt de la deuxième moitié du 19e siècle, avec notamment Balzac. Mais c'est une évidence que Stendhal a été un des précurseurs de ce mouvement, et notamment parce qu'il a un peu théorisé ce qu'il faisait dans le rouge et le noir. Ici, il faut aller voir à la page 406, dans la deuxième partie, une métaphore qu'il fait. Il s'arrête dans la narration et il va vraiment expliquer ce qu'il est en train de faire. Il va parler de son rôle d'écrivain en s'adressant directement au lecteur. Donc c'est tout en haut de la page, à la ligne 106, ou plutôt à la ligne 105 même. On est dans un passage où il se dit vous allez trouver mon personnage indécent, mais ne m'accusez pas moi, il faut plutôt accuser la société telle qu'elle est, ou plutôt encore les responsables de cet état de choses. Je vous lis le passage. Et monsieur, un roman est un miroir qui se promène sur une grande route. Tantôt il reflète à vos yeux l'azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers de la route, la fange étant la boue. Et l'homme qui porte le miroir dans sa hotte, c'est-à-dire l'écrivain, sera par vous accusé d'être immoral. Son miroir montre la fange, et vous accusez le miroir. Accusez bien plutôt le grand chemin où est le bourbier, et plus encore l'inspecteur des routes, qui laisse l'eau croupir et le bourbier se former. Vous vous rappelez, quand on avait vu Victor Hugo, on avait vu la métaphore du miroir pour le lecteur. Ce recueil est un miroir pour le lecteur. Ici, le roman est un miroir non pour le lecteur, mais pour la société tout entière, puisqu'il s'agit bien de la peindre telle qu'elle est. Et n'accusez pas le romancier s'il écrit des choses déplaisantes, accusez la société ou accusez plutôt les responsables. Donc il y a ce moment de théorie qui est très très connu et que je vous conseille de retenir, puisque ça décrit vraiment ce que Stendhal essaye de faire avec son roman. Deuxième aspect réaliste, il fait de façon très évidente la satire, c'est-à-dire la critique, mais en s'amusant, en se moquant, la satire sociale de tous les courants politiques et de tous les milieux. Pour les courants politiques, je vous l'avais montré un petit peu avec le carnet que je vous avais proposé pour la lecture. On a tous les courants qui sont représentés, avec les ultras chez Monsieur de Rênal, qui est royaliste. Les ultras, c'est une façon d'appeler les royalistes. Julien, qui est bonapartiste. Son ami Fouquet, qui est décrit comme libéral. Et on croise un jacobin, même si c'est pas tout à fait dit comme ça, on le comprend, dans la personne du comte Altamira. On va rencontrer également tous les milieux sociaux, avec Elisa, qui est une domestique. Je ne vous ai pas mis une liste exhaustive, on pourrait aller bien plus dans le détail, mais je vous donne un certain nombre d'exemples qui peuvent vous servir en dissertation. Le père Sorel, qui est un artisan. Les de Rênal, qui représentent la noblesse de province. La famille de la Mole, qui est l'aristocratie parisienne, toujours la noblesse, mais à un niveau bien plus brillant, bien plus élevé. Et puis, tous les niveaux du clergé, depuis le petit séminariste jusqu'aux évêques. Donc, cette vision, on verra un morceau de satire encore plus, vraiment parlant un petit peu plus loin. On s'amuse de cette société de l'époque de 1830. Et enfin, le refus d'idéaliser le héros,
puisque Julien Sorel a des aspects, des côtés héroïques, hein, ça va être tout l'objet de notre problématique pour tout le cours, mais il a aussi beaucoup d'aspects, il a aussi beaucoup de ridicule. Pour observer ça un petit peu plus précisément, je vous propose d'aller voir le chapitre 9 de la première partie, à la page 72. Julien Sorel a réussi, à force de résolution, à prendre la main de Madame de Rênal. Vous vous rappelez, on en a parlé, c'est pas tellement un acte d'amour, mais plus un acte d'ambition, d'énergie. Il a une certaine idée de lui-même. Tiens, ça serait bien que je séduise la femme de la maison, et donc il faut que je prenne la main de Madame de Rênal. Mais une fois qu'il a réussi ça, avec donc toute sa résolution, toute son énergie de héros, hein, il se retrouve un petit peu embarrassé et il est soulagé que Madame de Derville, ou plutôt Madame Derville, pardon, c'est une erreur, la particule, que Madame Derville reste avec eux puisqu'il ne saurait pas quoi faire si elle partait. Donc on est à la page 72, à la ligne 70. Il craignait mortellement que Madame Derville, fatiguée du vent qui commençait à s'élever et qui précédait la tempête, ne voulût rentrer seule au salon. Alors, il serait resté en tête-à-tête avec Madame de Rênal. Il avait eu, presque par hasard, retenez ce petit par hasard, hein, c'est par des petits mots comme ça qu'on entend l'ironie de Stendhal, c'est quand même rigolo qu'il ait ce courage par hasard. Il avait eu presque par hasard le courage aveugle qui suffit pour agir, mais il sentait qu'il était hors de sa puissance de dire le mot le plus simple à Madame de Rênal. Donc vous avez un héros qui est capable d'agir, mais qui est ensuite qui ne saurait pas vraiment quoi faire de son succès par la suite. On a vu donc ces deux caractéristiques du roman, ces deux mouvements littéraires auxquels il appartient. Maintenant, on va se poser la question de dénomination un petit peu plus précise sur le roman. On n'est plus dans les mouvements littéraires, on est un petit peu dans des désignations qui décrivent la façon dont on traite le personnage de roman. Vous vous rappelez notre parcours, hein, c'est le roman, le personnage de roman, esthétiques et valeurs. Donc, comment est-ce qu'on traite ce personnage de roman? Le Rouge et le Noir, on peut dire que c'est un roman psychologique pour commencer. Un roman psychologique, c'est un roman qui décrit avec précision l'état intérieur de ces personnages, qui analyse ses pensées, ses émotions, ses motivations pour chaque personnage. Ça, le Rouge et le Noir le fait de façon évidente avec la focalisation interne, hein, cette façon ce point de vue du narrateur. Ici, le narrateur sait ce que pense chacun des personnages, c'est ce qui va lui permettre d'étudier chacune des pensées. Je vous donne un exemple précis, mais vous pouvez vous choisir le vôtre pour la dissertation. Au chapitre 15, on va suivre le monologue intérieur de Julien. Il l'a séduite et là, il lui a annoncé qu'il viendrait sur les coups de 2 heures dans sa chambre. Elle lui dit « Fi donc, non, vous ne viendrez pas, je suis une femme respectable, même si on a une petite aventure, vous ne viendrez pas dans ma chambre. » Il a pris cette résolution et maintenant il se sent rejeté, il a peur de ne pas réussir, il n'a aucune envie d'y aller, mais il va s'y forcer parce qu'il a pris cette résolution, et vous connaissez Julien Sorel, quand il prend une résolution, il a cette énergie, il va aller jusqu'au bout. Et donc, ce monologue intérieur, je vous propose de lire à la page 104 la manière dont Stendhal suit chacun des mouvements de son âme. On est à la ligne 35. De fort mauvaise humeur et très humilié, Julien ne dormit point. Il était à 1000 lieues de l'idée de renoncer à toute feinte, à tout projet, et de vivre au jour le jour avec Madame de Rênal, en se contentant comme un enfant du bonheur qu'apporterait chaque journée. Retenez, hein, soit dit en passant, cette idée du bonheur qu'on pourrait vivre au jour le jour. C'est en fait, de façon un petit peu masquée, le vrai idéal de ce roman. On va parler juste à l'instant de ce que c'est que réussir sa vie. Peut-être que pour Stendhal, c'est justement d'avoir le bonheur, ce bonheur au jour le jour, qu'on peut sentir chaque journée sans avoir besoin d'une ambition brûlante. Il se fatigua le cerveau à inventer des manœuvres savantes. Un instant après, il les trouvait absurdes. Il était en un mot fort malheureux quand 2 heures sonnèrent à l'horloge du château. Vous voyez, il fait des manœuvres, il réfléchit à des idées, puis après il se dit non, c'est absurde, on est en train de suivre chacun des mouvements de son âme. Un autre exemple de ce roman psychologique, je vous parlais de la cristallisation, théorisée par Stendhal, dans les chapitres de la deuxième partie, du chapitre 10 au chapitre 32,
on va suivre chacun des mouvements de l'âme de Julien et de Mathilde. On va voir les deux côtés qui se disent oui, je l'aime, non, je ne l'aime pas, etc. C'est une partie assez amusante, mais voilà, qui nous permet encore une fois de suivre la vie intérieure de nos héros, puisqu'on peut considérer que Mathilde et Madame de Rênal, comme Julien, sont des héroïnes de ce roman. C'est un roman psychologique, c'est aussi indéniablement un roman d'apprentissage. On appelle ça aussi un roman de formation. Qu'est-ce que c'est qu'un roman d'apprentissage? C'est un genre de roman qui suit le parcours d'un héros qui est jeune et inexpérimenté dans son apprentissage de la vie, de la société et de l'amour. Autre type de roman d'apprentissage, on peut citer Le Père Goriot, où on va suivre l'apprentissage de ce parangon, de ce modèle de l'ambitieux qu'est Rastignac. Mais attention, c'est postérieur au Rouge et le Noir, donc ça n'a pas servi de modèle à Stendhal. Je vous donne aussi un autre exemple postérieur également au Rouge et le Noir, Belle Amie de Maupassant, qui a été adapté en film, qui est le symbole également, comme Julien Sorel s'est élevé grâce aux femmes, ce personnage, ce héros va s'élever grâce aux femmes également, mais lui, ce sera sans échec final, avec un véritable triomphe. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut parler de roman d'apprentissage pour Le Rouge et le Noir? Julien Sorel va évidemment découvrir le monde dans son aspect géographique. On va passer de la petite ville de Verrières à la grande ville de province qui est Besançon, puis à la capitale, Paris, mais aussi la découverte du monde dans le sens plus social, c'est-à-dire qu'on passe d'un milieu paysan, en tout cas artisan, jusqu'à la noblesse, la noblesse la plus brillante, l'aristocratie que représente la famille de La Mole. On va aussi voir dans ce roman d'apprentissage l'apprentissage social, puisque Julien Sorel passe, donc je vous l'ai dit, de ce milieu de paysan. Alors, son père est artisan, il est charpentier, mais on va le qualifier souvent de paysan. Il se qualifie lui-même comme ça le jour de son jugement. Et puis, Madame de Rênal, quand elle veut faire semblant qu'elle le méprise auprès de son mari pour déjouer les soupçons, elle va le qualifier de paysan et d'ouvrier. Donc, en tout cas, la catégorie, peut-être pas la plus basse, il y a peut-être les domestiques dans la pyramide qui sont un petit peu en dessous, mais une des catégories les plus basses de la société. Il va passer de là au statut de précepteur. Ensuite, dans la deuxième partie, il va devenir secrétaire. Et enfin, tout à la fin, quand monsieur le marquis de La Mole n'a plus le choix, puisque sa fille est enceinte, il va devenir lieutenant. Un apprentissage également des codes sociaux, puisque Julien apprend peu à peu comment on se comporte en société, d'abord chez les Rênal, et ensuite, c'est très différent, chez les de La Mole, et notamment chez le marquis de La Mole, qui va lui apprendre un petit peu, bon, là, vous ne vous comportez pas tout à fait comme il faut, et peu à peu, il va lui apprendre comment se tenir. Et bien sûr, plus important, apprentissage de l'amour, depuis le rôle joué, on a revu ce passage où Julien se force par ambition, jusqu'à l'amour véritable. On va voir ce que l'amour vrai veut dire pour Stendhal. Donc, roman psychologique, roman d'apprentissage, roman de formation, c'est sûr. On peut aussi se poser la question, mais ici on va utiliser le point d'interrogation, est-ce que c'est un roman de l'échec? Je vous mets en exemple ici de roman de l'échec, L'éducation sentimentale, qui est un petit peu un exemple qu'on donne toujours pour ce genre de roman. Attention, ça c'est aussi postérieur, c'est 1869, L'éducation sentimentale de Flaubert. De même, ici on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment un roman de l'échec ou est-ce qu'il n'y avait pas autre chose à vivre dans cette vie qui est prétendue ratée de Morel? Mais voilà, on va se poser cette question. Ici, c'est sûr, on finit par un échec après une incroyable ascension sociale, un échec qui est extrêmement brutal, puisque Julien Sorel met fin à toute cette belle réussite en décidant d'aller tuer Madame de Rênal, qui aurait écrit cette lettre contre lui. Il sait très bien que c'est la fin de toute son ambition, s'il fait cela. Mais est-ce que c'est seulement un échec? Donc, il passe toute sa vie à essayer d'avancer dans le livre. Il finit par réussir, juste au moment où il va aller tuer Madame de Rênal. Il est dit qu'il est vu comme une personne qui réussit extrêmement bien dans la vie, il rentra chez l'armurier du pays, à Verrières, d'où il vient, qui l'accabla de compliments sur sa récente fortune. C'était la nouvelle du pays.
tout le monde parle de lui, c'est à la page 506, tout le monde parle de lui comme de la réussite du pays. Et donc il choisit de ruiner tout ça en tuant Madame de Rênal, et une fois que c'est fait, en refusant, il pourrait se faire acquitter très très facilement, puisque la société dans laquelle il est extrêmement corrompue, et Mathilde fait énormément de démarches pour le faire acquitter. Il pourrait très bien se faire acquitter grâce à cette société corrompue, et au pouvoir donc de Mathilde de la Mole, mais il préfère s'accuser lui-même. Allez regarder ce chapitre du jugement. C'est à la page 538, quand il fait son discours au juré. Il va dire mon crime est atroce et il fut prémédité. Donc il y a crime qui est avoué et il y a préméditation. Avec ça, c'est difficile d'acquitter qui que ce soit. Et ensuite, il refuse de faire appel. Donc il refuse de reprendre sa trajectoire de réussite, alors qu'il le pourrait. Tout le monde lui dit de faire appel et il refuse. Pourquoi ça? Il le refuse par amour pour Madame de Rênal, c'est assez clair, parce que pendant le procès, juste en face de lui se trouve Madame d'Herville, et il sait très bien qu'elle va répéter tout ce qu'il dit à Madame de Rênal, et il veut lui faire comprendre quelque chose, c'est à la page 540. Ça y est, il est tout seul, il se dit que j'aurais été heureux de lui dire toute l'horreur que j'ai de mon crime. Il veut que Madame de Rênal entende qu'il l'aime toujours et qu'il regrette son crime, et c'est pour ça qu'il refuse de se faire acquitter. Donc il va refuser de continuer sa vie, de continuer son ascension, mais même sa vie, puisqu'il va se faire condamner, par amour pour Madame de Rênal. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas forcément un échec? Eh bien, peut-être, je vous avais parlé, vous vous souvenez de ce petit moment, de cette petite façon de parler de Stendhal qui dit il aurait pu vivre son bonheur au jour le jour à Vergy avec Madame de Rênal, et ben justement, en prison, de façon paradoxale, il va trouver son plus grand moment de bonheur quand Madame de Rênal revient le voir et qu'ils tombent dans les bras l'un de l'autre et qu'ils se rendent compte qu'ils s'aiment toujours et qu'ils sont enfin ensemble. Comment est-ce qu'on voit que c'est le plus grand moment de bonheur de Julien Sorel? Regardez à la page 547, ligne 34. À aucune époque de sa vie, Julien n'avait trouvé un moment pareil. C'est le narrateur qui parle, donc on sait que c'est vrai, c'est pas une impression du personnage. Ensuite, à la page 548, c'est Julien qui parle à son amante. Jamais je n'aurais été aussi heureux. C'est donc en prison qu'il va trouver son plus grand bonheur de façon assez paradoxale. Et regardez à la page 561, c'est une forme de bonheur qui se vit au jour le jour. Là, à cet endroit, on lui propose de se convertir, de faire une action d'éclat pour se faire acquitter. Il dit « Et que me restera-t-il » On est à la ligne 119, répond froidement Julien. « Si je me méprise moi-même, si je continue à faire semblant » puisqu'il a fait semblant toute sa vie pour cette ascension sociale. J'ai été ambitieux, je ne veux point me blâmer. Ici, il est très très lucide sur ce qu'il a fait toute sa vie, il a été très ambitieux, mais ça ne l'intéresse plus maintenant. Il trouve que c'est une action blâmable, même s'il veut plus se blâmer, il veut passer à autre chose. J'ai été ambitieux, je ne veux point me blâmer. Alors j'ai agi suivant les convenances du temps. J'ai agi comme quelqu'un de mon temps, mais je me trompais. Maintenant, je vis au jour le jour. D'accord? Donc il a ce bonheur au jour le jour. Donc est-ce que c'est vraiment un échec quand il a vraiment enfin compris pourquoi il devait vivre et que ce n'était pas pour l'ambition? On peut remettre ça en question et il me semble que ce n'est pas le cas. Je voulais vous faire remarquer d'ailleurs, en passant, que cet échec, que cette fin tragique est inscrite dès le début du livre, quand Julien Sorel passe par l'église de Verrières, juste avant d'aller rejoindre les Rênal. Il y a ce passage, avant d'aller se présenter comme précepteur, où il rentre dans l'église. Et c'est l'église où il va tuer Madame de Rênal à la fin, et où donc il va se condamner à mort lui-même en faisant cet acte-là. On est à la page 72, au chapitre 5 de la première partie. Il rentre. Non, ça c'est pas la bonne part, c'est pas le bon passage, excusez-moi, on est à la page 40. C'est plutôt encore. Au chapitre 5, par contre, ça c'est bon. Regardez à la ligne 205, il rentre dans l'église pour faire semblant de se recueillir, parce que ça ferait bien. C'est toujours il est encore en train de jouer son rôle d'hypocrite.
Il rentre dans cette église de Verrières. Il la trouva sombre et solitaire. À l'occasion d'une fête, toutes les croisées de l'édifice avaient été couvertes d'étoffes cramoisies. Dans ce cramoisi, on retrouve le rouge, du rouge et le noir, et puis on retrouve aussi ce terme précis de cramoisi, puisque le jour du meurtre, en tout cas de la tentative de meurtre, l'église est recouverte de rideaux cramoisis. Donc on retrouve l'église dans le même état. Il en résultait, aux rayons du soleil, un effet de lumière éblouissant, du caractère le plus imposant et le plus religieux. Julien tressaillit. Seul dans l'église, il s'établit dans le banc qui avait la plus belle apparence. Il portait les armes de M. de Rênal. Sur le prie-Dieu, Julien remarqua un morceau de papier imprimé, étalé là comme pour être lu. Il y porta les yeux et vit. J'attire votre attention sur le étalé là comme pour être lu. D'accord? Donc il y a un destin qui a fait qu'il devait lire ce passage-là à ce moment-là. Il y porta les yeux et vit. Détail de l'exécution et des derniers moments de Louis Jeanrel, exécuté à Besançon le... Le papier était déchiré. Au revers, on lisait les 2 premiers mots d'une ligne, c'était « le premier pas ». Ce premier pas, c'est le fait de se présenter chez les Rênal comme précepteur, et donc c'est le fait de commencer son ascension sociale, d'essayer de sortir de sa condition de paysan ou d'artisan. Et ce premier pas va l'amener, vous voyez avec ce signe prémonitoire, directement à la condamnation, puisque c'est ce qu'on voit sur le petit papier. Et regardez bien le nom du condamné à mort, Louis Jeanrel, c'était évidemment un anagramme de Julien Sorel. Donc, dans ce premier pas d'aller se présenter chez les Rênal pour sortir de sa condition, vous avez le premier pas vers la mort, vers la condamnation à mort qui est inévitable, parce que le petit paysan, le petit ouvrier qui veut sortir de sa condition, s'il essaie de le faire non pas comme un Valenod, qui est un autre modèle d'ascension sociale dans le roman, il va être condamné à mort de façon assez immédiate.